Aujourd'hui, les règles du jeu, ça relève plus d'une partie de Jumanji. On est énormément bataillé. Il ne nous reste plus que l'invasion extraterrestre et puis on aura coché toutes les cases. Et quand on est en situation commerciale, en B2B, sur des cycles de vente longs, complexes, la résultante de toutes ces péripéties, c'est que on va avoir des décisions qui sont beaucoup plus lentes, souvent des budgets auxquels on va devoir répondre qui sont plus bas, et on va avoir des multidécideurs à les convaincre avec une notion financière beaucoup plus forte. Donc tout ça pour dire qu'aujourd'hui, il ne suffit plus d'être le meilleur pour remporter les affaires, il ne suffit plus de dire qu'on est les premiers pour remporter les affaires, il ne suffit plus d'être les moins chers pour les remporter, par contre, il faut être les préférés. Et pour être les préférés, on va parler d'expérience client, parce que lorsqu'on arrive à délivrer une expérience client de premier ordre, c'est là où on va pouvoir se différencier vis-à-vis de nos concurrents et puis réussir à tirer notre épingle du jeu. Alors il y a plusieurs manières de parler d'expérience client aujourd'hui. On parle beaucoup dans les entreprises d'alignement entre les services marketing, de vente et de services clients. On parle beaucoup d'automatisation ou encore de la donnée pour nous aider à mieux vendre. Et avec les équipes de Jack, on s'est posé la question de comment on pouvait ajouter une réflexion supplémentaire pour tirer notre épingle du jeu. Et c'est justement l'objet du jour. On va s'intéresser à comment on peut utiliser des supports commerciaux digitaux pour offrir une expérience client de premier ordre et dépasser nos objectifs de chiffre d'affaires. Alors je me présente, je m'appelle Simon Lagadec, je suis le cofondateur d'une agence qui s'appelle Make the Grade. On se définit comme une agence experte en stratégie digitale et notre mission, c'est d'accompagner les entreprises B2B dans leur croissance en faisant de l'acquisition de nouveaux clients, mais aussi la fidélisation des clients existants. On a 3 expertises fortes. Une première expertise qui est du web design, c'est-à-dire qu'on réfléchit, on conçoit des sites internet de conversion. Pour nous, un site internet, c'est le premier apporteur d'affaires des entreprises. On a un métier de marketing. Sur ces supports de conversion, on va attirer des audiences cibles, c'est-à-dire des femmes et des hommes avec qui on veut et on peut travailler. On va générer des contacts, les acculturer, les rendre acheteurs. Et on a un dernier métier qui va nous intéresser aujourd'hui, qui est un métier de productivité commerciale, qui consiste à aligner les actions marketing que je viens d'évoquer avec les actions des forces de vente sur le terrain. Donc c'est tout ce qui est logique de CRM, de gestion de la donnée et d'automatisation. Et pour déployer nos 3 expertises, on est partenaire d'une solution, un CRM qui s'appelle HubSpot. Peut-être que certaines personnes travaillent dessus parmi vous et connaissent la solution. J'ai une demi-heure pour vous donner des clés, des leviers très accessibles afin que vous puissiez utiliser des supports commerciaux digitaux dans votre manière d'adresser votre marché et d'aller répondre à des affaires. Donc on va aller s'intéresser à pourquoi c'est une opportunité, tant sur le fond, sur la forme, quels sont les avantages. Et on va aller également s'intéresser à comment vous pouvez avoir un petit coup d'avance par rapport à vos concurrents. Donc c'est en 7 points. À l'issue de cette présentation, l'équipe de Jack, la semaine prochaine, vous enverra un exemple de mini-site internet avec leur outil, à l'intérieur duquel vous aurez accès à ce support de présentation, donc vous pourrez y revenir. Et vous aurez également un petit livre blanc qu'on vous a imprimé qui reprendra la checklist afin que vous puissiez faire en totale autonomie un petit audit de vos supports commerciaux digitaux en rentrant dans vos entreprises. Donc ceci étant dit, on va pouvoir commencer. Donc on va se poser la question de quels sont les enjeux et pourquoi ça change la donne, cet aspect digital. Donc on fait rapidement un petit comparatif. L'idée, ce n'est pas de dire qu'il faut complètement quitter le format PDF qui est important, mais c'est plutôt de se dire que c'est complémentaire au digital et que finalement, notre mission, c'est de fournir différents formats de contenu à nos prospects, à nos clients que l'on veut reconduire, et c'est eux qui vont choisir en fait ce qu'ils préfèrent consommer pour qu'on puisse les aider à résoudre leurs problématiques. L'avantage du digital, c'est qu'on va pouvoir amener une notion d'interactivité. On va le voir sur la slide juste après, et on va pouvoir quitter un peu ce côté qui peut être parfois figé quand on partage les PDF. C'est vrai que c'est difficile d'aller mettre une vidéo, par exemple, d'une étude de cas dans un PDF, tandis que sur le support digital, on va avoir plus d'impact, plus de force, et on va pouvoir s'en donner à cœur joie là-dessus. On voit et on rencontre 3 avantages à utiliser des supports commerciaux digitaux. Premièrement, la piste de l'innovation.
c'est vrai qu'on va pouvoir, tout comme vous le faites déjà sur les PDF, mais là ça va être encore plus poussé, vous allez pouvoir personnaliser les supports commerciaux en fonction de la personne à qui vous vous adressez. Est-ce que c'est le décisionnaire d'achat? Est-ce que c'est le détenteur du budget chez votre prospect? Est-ce que c'est un champion en interne, un ambassadeur? À quel vertical métier on s'adresse? Quelle est la phase de maturité? Donc tout ça, on va pouvoir personnaliser le contenu grâce, en un clic directement, grâce à ces supports-là. Le second avantage, c'est l'aspect conversationnel, c'est-à-dire qu'on va pouvoir ajouter une notion d'interactivité sur nos contenus. Qui dit mini-site, par exemple, ou support digital, dit qu'on va pouvoir rajouter, par exemple, des formulaires, dit qu'on va pouvoir rajouter des simulateurs, dit qu'on va pouvoir rajouter de l'animation. On va voir tout à l'heure en quoi c'est intéressant. On va pouvoir rajouter des vidéos. Donc en fait, on va pouvoir donner un peu plus de vie, un peu plus de dynamisme à nos propositions et on va pouvoir se différencier. Et enfin, l'aspect mesurabilité. Alors, il existe aujourd'hui sur le PDF des outils qu'on peut rajouter pour voir comment les personnes à qui on a partagé les outils consomment le contenu, là où ils s'attardent, combien de temps ils restent sur le contenu. Mais il faut rajouter un outil. Là, l'idée, c'est on a tout en même temps sur la même plateforme et on peut lire à l'aide de tableaux de bord, finalement, les contenus qui sont les plus chauds en termes de consultation et ça nous permet commercialement derrière d'adapter notre discours quand vient le moment de restituer notre proposition ou d'être dans une négociation commerciale. Donc on n'a pas du tout le même rapport de force vis-à-vis de nos prospects et clients. Donc 3 avantages, innovation, conversation et mesurabilité. Donc ceci étant dit, on va s'intéresser d'abord au fond, comment on fait pour créer des contenus qui sont vendeurs et qui vont nous aider. Donc juste avant une chose, je reprends rapidement une méthodologie qui doit parler à bon nombre d'entre vous ici, c'est la méthodologie inbound marketing, donc inbound dans le sens attirer à soi naturellement les opportunités. L'idée, c'est d'inverser un peu le rapport de force et de ne pas être dans une approche intrusive vis-à-vis de notre prospect, mais plutôt d'être dans une approche permissive, c'est-à-dire qu'il a compris, il connaît ses problématiques et on va pouvoir s'y adresser. Et l'aspect de proposition commerciale digitale va intervenir à cette étape-là, en plein milieu. C'est-à-dire que c'est un support qui va nous aider à convertir une audience à laquelle on va répondre pour la transformer en client. Et l'idée, ce n'est pas de s'arrêter à cette simple vente-là, c'est de le transformer en ambassadeur. Vraiment, la méthodologie inbound, c'est fait pour qu'on puisse avoir de la recommandation derrière et qu'on ait aussi du bouche à oreille qui s'active. Donc on va voir comment on peut faciliter, grâce aux supports digitaux, cette approche. Donc, première chose, pour qu'un contenu soit vendeur, il faut qu'il soit lisible, il faut qu'il soit compréhensible. Donc, très rapidement, vous avez un exemple de mauvaise pratique qui est un gros pavé de texte sur la gauche. La bonne pratique, c'est plutôt ici, un peu à la manière finalement de pages web comme vous avez l'habitude de rencontrer, d'articles de blog. Ça, c'est ce que les gens, c'est ce que les prospects, c'est ce que vos clients vont préférer consommer. Et c'est de cette manière-là qu'on va être lisible. Typiquement, dès que vous avez un argument, ou un thème, un sujet auquel vous voulez répondre, il faut systématiquement amener l'information la plus importante à communiquer d'entrée de jeu. Donc ça, c'est une technique qu'on emprunte vraiment au monde du journalisme. Ça s'appelle l'écriture pyramidale. Donc il faut tout de suite mettre l'information la plus importante d'entrée de jeu. Si vous mettez cette information-là d'entrée de jeu, et si c'est la bonne information par rapport à votre prospect dès le départ, il va être beaucoup plus enclin à poursuivre sa lecture et à consommer le contenu. Donc c'est assez important. Il faut tout de suite attraper sa curiosité en plein vol. Et ensuite, à chaque fois que vous allez décliner votre argumentaire, fonctionnez avec ce modèle de sous-partie, un titre synthétique axé sur un bénéfice que vous pouvez accorder, 4-5 lignes de description, pas plus. À la rigueur, si vous avez besoin de donner plus d'aspects techniques, etc., parce que la cible à laquelle vous vous adressez est en recherche de ça, vous pourrez intégrer justement le PDF directement dans la proposition en dessous. Donc voilà. Et il faut un langage assez simple, descriptif. Je vous donnerai des petites astuces de copywriting un peu plus loin. Ensuite, il faut réfléchir à… Donc ça, c'est pour le côté format. Ensuite, sur le fond, il faut adapter en fait l'arborescence de votre contenu. Et là, on va faire écho à la méthodologie inbound dont j'évoquais. Toujours se poser la question de « OK, à travers ce contenu digital, à quelle cible je m'adresse ?» Donc on parle souvent de persona, c'est-à-dire le profil semi-fictif de notre client idéal. Ce persona-là rencontre
des défis dans son métier, doit atteindre des objectifs quantitatifs, qualitatifs, doit rendre des comptes à certaines personnes de son organigramme. On doit avoir tout ça en ligne de compte et le connaître d'entrée de jeu. C'est aussi le rôle des commerciaux en avant-vente de compléter cette découverte-là pour qu'on puisse vraiment leur fournir le bon contenu. Alors, savoir à qui on s'adresse et quelles sont ses peines principales, ce n'est pas suffisant, il faut aller plus loin. Il faut s'intéresser à où il se trouve dans la phase de cycle de vie face à la décision d'achat. Et là, typiquement, pour rappeler un petit peu comment ça fonctionne, quand on est acheteur en B2B, qu'on a un projet, on passe systématiquement, dans 100% des cas, dans 3 phases de maturité. La prise de conscience, donc j'ai un problème qui me tombe dessus et il me ralentit dans mes atteintes d'objectifs. Donc là, il faut qu'on aille l'aider là-dessus. Quand j'ai conscience de mon problème et que je vois que j'ai des concurrents ou des consoeurs, des confrères qui ont réussi à répondre à cet enjeu-là, je vais rentrer dans une phase de considération, d'éducation. Donc je vais affiner mes recherches. C'est plutôt sur cet étage-là et à partir de cet étage-là que les propositions commerciales digitales arrivent. Et enfin, on a l'étape de décision. J'ai les tenants, les aboutissants, une notion budgétaire, une notion de rétro-planning qui me font dire je vais shortlister telle entreprise pour faire mes décisions. Et voilà. Donc votre proposition commerciale doit prendre ces 2 dimensions-là. Il faut que vous puissiez accompagner votre prospect dans sa montée en compétences pour résoudre sa problématique, mais aussi pour faciliter sa décision d'achat. Et enfin, vous pouvez également personnaliser le contenu en fonction de son canal d'acquisition. C'est-à-dire que ça ne va pas être la même chose, vous n'allez pas avoir la même approche si vous avez rencontré une personne sur un salon, que si elle vient directement depuis le canal web parce qu'elle a rempli un formulaire, que si c'est une recommandation d'un client. C'est plus dur de signer, de closer quelqu'un qu'on va aller chasser en prospectant nous-mêmes par nos propres moyens, que d'aller signer et remporter une affaire d'une personne qui est venue vers nous via du bouche à oreille. Donc ça veut dire qu'on peut personnaliser le contenu par rapport à ça aussi. En B2B, en moyenne, quand une personne rentre en contact avec un commercial chez nous pour la première fois, il faut savoir qu'elle a fait à 57% son parcours d'achat avant d'acheter l'affaire pour laquelle elle vient vers nous. Donc ça veut dire qu'on a fait la moitié du chemin et qu'il faut l'aider à accomplir le reste. Et en moyenne, pour qu'une personne puisse se dire « Ok, je choisis de travailler avec telle marque ou telle marque », elle a consommé environ 8 pièces de contenu. Donc ça peut être 8 pages d'une proposition digitale, ça peut être X pages de PDF, mais la moyenne c'est 8. Donc ça veut dire qu'il faut vraiment qu'on ait les contenus pour l'accompagner dans cette montée en compétences. Donc on va s'intéresser à la forme, comment finalement on met tout ça en musique. Et là je vais vous donner des petites notions de web design qui sont très faciles à mettre en place et qui ont énormément d'impact. Donc c'est vraiment pas gadget, utilisez-les, vous allez voir un impact. Donc là on va parler de la notion d'affordance tout simplement. Vous avez juste ici un exemple de mauvaise affordance. C'est un bouton d'appel à l'action, tout simplement. Vous devez en avoir sur vos sites internet. Dans les propositions commerciales digitales, c'est la même chose. On va pouvoir en disséminer pour pouvoir faire en sorte que notre audience puisse réaliser certaines actions bien précises. Donc un bon exemple d'affordance, c'est celui-ci, une couleur bien péchue qui se voit bien, très peu de texte. Par contre, il faut tout le temps un verbe d'action avec la promesse à aller chercher derrière. Si vous faites ça, vous allez beaucoup plus facilement pouvoir faire en sorte que votre prospect navigue un petit peu plus comme vous le souhaitez dans le contenu et vous allez pouvoir l'aiguiller, l'orienter vers les contenus qui lui sont intéressants. Ça, c'est une première chose. Et là, on a un deuxième exemple qui est plutôt sur la compréhension de l'information. Ça veut dire qu'il ne faut pas uniquement utiliser les couleurs pour annoncer ici, par exemple, que si je complète le formulaire et que j'ai mal fait ma complétion, si on se limite à ça, l'utilisateur en fait, va pas forcément aller au bout de l'action. Là, vous avez un exemple de bonne pratique. Qu'est-ce qui change? Il y a des textes d'aide, etc. Donc, avec les solutions comme Exact Web Proposal, il y a possibilité d'intégrer dans les propositions des formulaires et vous allez pouvoir orienter plus facilement, pister, orienter le contact à compléter et à donner les bonnes informations. Petite astuce ici, je ne l'ai pas forcément mis, mais on peut mettre des textes d'aide dans les champs. Ça, c'est quelque chose qui marche super bien. Donc autant pour convertir des nouveaux clients et générer de la donnée sur eux aussi, mais ça peut aussi servir pour des candidatures si vous êtes à un moment donné dans des situations où vous devez recruter. Vous pouvez tout simplement mettre des textes d'aide. Je donne un exemple, quand on l'a utilisé, on a augmenté de 30% notre conversion juste avec cette astuce-là.
C'était pour un webinaire marketing qu'on a fait il y a 1 mois et demi. Astérix était sorti au cinéma, donc tout simplement on a mis nom le Gaulois, prénom Astérix. On a utilisé un élément pop culture tout simplement avec un petit fait d'actualité et on a vu que ça augmentait par rapport à nos moyennes de 30% la conversion. Donc utilisez-les également dans vos propositions commerciales. Ça peut rajouter en fonction de votre verticale une petite dose d'humour. Et l'humour dans le B2B, c'est quelque chose que je vous invite fortement à réfléchir parce que c'est un peu l'avenir pour réduire nos cycles de vente et travailler notre singularité. Donc voilà, petite astuce supplémentaire là-dessus. Alors, toujours dans ce contexte d'orienter nos prospects dans la bonne compréhension, la bonne assimilation des informations sur nos propositions commerciales. Zora, tu peux mettre la prochaine. C'est utiliser des pictogrammes. Alors, pictogrammes, ce n'est pas gadget du tout. Il faut savoir que l'œil humain est fait de telle sorte que quand on consomme une page web, le premier élément qu'on voit et que l'on comprend, qu'on assimile, ce sont les pictogrammes. Ensuite, ce sont les images et illustrations. Et après, ce sont les contenus textuels. Donc, on réfléchit, si on n'utilise pas de pictogrammes et qu'on propose uniquement de l'image, à la rigueur de la vidéo, et du texte, on ne va pas 100% au bout du chemin pour faciliter la compréhension. Donc là, vous avez des exemples de pictogrammes B2B. Si vous en avez, c'est très bien. Si vous n'en avez pas, je vous invite à construire une palette. Ça permet de renforcer votre identité de marque, votre branding. Ça permet de faciliter la compréhension de certains messages que vous voulez faire passer. Et ce n'est pas quelque chose d'anecdotique. Donc, utiliser des pictogrammes, c'est vraiment des facilitateurs. Ensuite, pour travailler sa singularité, il y a aussi quelque chose qui est extrêmement intéressant à utiliser. C'est ce qu'on appelle des animations ou des motion design. Donc là, j'ai un exemple, il est figé. Si vous voulez aller voir l'animation qui est une boucle de 5 secondes, vous pourrez aller sur le site internet de notre client DriveQuant, qui est une start-up AssureTech. Et en fait, on s'est posé la question avec eux. On a une solution très technique qui s'adresse à des ingénieurs, qui s'adresse à des data scientists dans le monde des assurances. Ces personnes-là n'ont pas le temps. C'est-à-dire que s'ils tombent sur notre contenu, on doit tout de suite leur faire comprendre notre proposition de valeur et notre promesse. Sinon, ils le quittent et on a rarement l'occasion de faire une seconde bonne impression. Donc on s'est posé la question de comment on pouvait, au niveau de leur page web et de leur proposition commerciale, les aider à répondre à cet enjeu-là. Et on a créé une animation justement qui permet de mettre en avant les bénéfices de leurs produits, qui nous permettent de mettre certains verbatims, certaines données chiffrées, des statistiques qui projettent en fait l'audience sur un usage futur de leur solution. Et c'est ce qui nous a permis de générer plus de conversions également et de raccourcir certains cycles de vente. Mais les motion design et les animations, on peut en utiliser pour tout un tas d'autres raisons et d'autres contextes. Là, c'était plus une approche produit dans mon exemple, mais on peut les utiliser pour raconter une histoire, un storytelling, présenter un produit, présenter des événements, etc. Utilisez-les, couplés à des pictogrammes. Encore une fois, c'est quelque chose qui travaille votre différenciation et sur des propositions commerciales, ça fait la différence. Alors, on s'est beaucoup intéressé à la structure, à la réflexion d'une proposition commerciale, à comment on peut l'habiller. Maintenant, on va voir un petit peu le nerf de la guerre, comment on met la bonne sémantique qui va avec. Donc là, on va parler un peu plus copywriting. Et je vous ai mis un exemple. Donc ça, c'est Aircall, c'est une solution française de téléphonie cloud. Et il y a 3 semaines, ils ont fait une refonte totale de leur univers web, de leur site internet et de leur proposition commerciale. Et je trouve que c'est un cas d'école. Donc là, on voit une page produit et ça reprend déjà un petit peu toutes les petites astuces que je vous évoque depuis le début de la présentation. On a des sous-titres qui sont visibles, qui sont très courts. On est entre 3 et 5 mots à chaque fois. Ils sont tout le temps orientés valeur ajoutée, un bénéfice à aller chercher, une transformation avec laquelle on peut opérer. Toujours 2-3 lignes très synthétiques de contenu textuel et un bouton d'appel à l'action affordant. Alors on n'a pas une couleur péchue, par contre on a un petit chevron à côté. Quand on survole le chevron à une animation, donc voilà, on sait que c'est des éléments cliquables. Et ça permet d'orienter le prospect à travers 4 arguments, tout de suite vers l'argument qui fait mouche pour lui, qui lui fait écho. Et tout simplement pour faire acheter et faire avancer dans son processus d'achat, c'est des pratiques excellentes. Ce qu'il faut retenir, c'est ce que je mettais en premier point.
Nos prospects, ils veulent tout le temps vendre à travers nos produits, l'expérience client qu'on leur délivre, nos conseils, une meilleure version d'eux-mêmes. Le copywriting, en cela, est une excellente base pour pouvoir leur aider à comprendre qu'on est là pour bien les délivrer et qu'on peut bien les aider. Et si vous voulez vous entraîner, vous ou vos équipes, sur le copywriting, je vous invite à réaliser ce petit exercice qui s'appelle le défi Wikipédia. Je l'ai appelé comme ça. Qui consiste à aller sur une page Wikipédia, n'importe laquelle. Vous choisissez un paragraphe. Et en fait, la politique de Wikipédia, c'est d'avoir déjà des contenus très fortement synthétiques. Mais on va se dire, on va partir de cette base-là et on va synthétiser encore plus. Et vous prenez un paragraphe et vous vous dites, je le réduis du tiers. Ça va nous forcer à nous mettre dans une posture où on va devoir être hyper synthétique, hyper impactant. Et si vous faites l'exercice et que vous vous y prêtez, et que vous l'appliquez après à vos propositions commerciales, via l'arborescence et la structure que je vous ai évoquée avant, là vous verrez que vous allez avoir des temps de lecture qui seront plus importants, qui seront plus minutieux, vous allez diffuser vos messages beaucoup plus facilement. Alors vous pouvez le faire avec Wikipédia, mais vous pouvez le faire aussi avec vos fichiers PDF existants. Tant qu'à faire, l'exercice, c'est la même chose. Il faut savoir en fait que, un peu comme maintenant, à peu près 80% de ce que je vais dire, vous allez l'oublier, parce que c'est normal, c'est humain, voilà. À l'écrit, c'est pareil, hein, les PDF que l'on partage, que l'on lit, c'est impossible de tout retenir, c'est normal, c'est pour ça qu'on y revient aussi. Mais en orientant via le support digital qui va avec, et en synthétisant cette manière-là, on va faciliter tout ça. Donc typiquement, ici, je vous ai mis une petite checklist pour des techniques pour rédiger des phrases simples. C'est une piqûre de rappel, mais ça peut en aider plus d'un. Je vous ai remis un autre exemple du nouveau site Aircall ici, où je trouve que c'est encore une fois très très bien fait. Là, on retrouve la notion d'affordance. C'est synthétique, à l'illustration, on comprend tout de suite. Donc, si vous hésitez entre deux expressions dans une tournure de phrase, optez toujours pour la plus courte. Ça, c'est facile. Préférez la voix active plutôt que la voix passive. Évitez les jargons qui sont trop juridiques, administratifs, techniques, commerciales, sauf si c'est ce que demande votre cible et si ça nécessite cela. Si ce n'est pas obligatoire, il faut toujours simplifier. Ou du moins, si vous utilisez des acronymes, prenez toujours soin de les définir sur la même page qui va avec un peu plus loin. On a tendance à oublier que ce qui est évident pour nous, notre métier, parce qu'on est vraiment dedans tous les jours, l'est potentiellement moins pour nos prospects et nos clients. Et quand on est sur le support digital, encore une fois, c'est complémentaire au PDF, mais il ne faut pas forcément appliquer le style d'écriture qu'on utilise pour les PDF sur le support digital. Donc évitez tout ce qui est repères spatio-temporels, ci-dessous, plus loin, etc., etc. Ça va moins s'adapter au format web. Si vous suivez toutes ces bonnes pratiques, vous allez bien, encore une fois, orienter l'intérêt et la compréhension de vos contenus chez vos prospects. Donc là, on a vu le fond, la forme, comment habiller, et on va juste s'intéresser à comment on peut avoir un petit coup d'avance avec la notion d'accessibilité web. Donc ça, c'est assez récent encore en France. L'accessibilité web, c'est lutter contre les handicaps sur le web. C'est-à-dire que une personne sur 25 est aveugle ou malvoyante, un homme sur 12 est daltonien, une personne sur 10 est dyslexique. Parmi nos prospects, parmi nos clients, c'est énorme hein, les ratios, il y a des personnes, alors on est plus ou moins impacté, parfois on n'a pas conscience, mais grâce à tout un tas de techniques d'accessibilité web, on peut rendre plus facile à consommer les contenus. Et ce qu'il faut retenir, en fait, c'est que lutter contre les handicaps grâce au contenu web, tout simplement, ça fait nos affaires, parce qu'on va pouvoir signer beaucoup plus de nouveaux deals. Donc ça, c'est plus pour qu'on s'éveille sur le sujet. Il y a des handicaps visuels, cognitifs, auditifs, moteurs. Et pour vous dire en quoi c'est important, je vous ai mis quelques statistiques ici de ce que l'on rate si, un, on n'a pas conscience de ces sujets-là, et deux, qu'on ne les prend pas à bras-le-corps. Quand, par exemple, un support web charge en plus de 3 secondes, on perd 80% de l'audience, c'est-à-dire que les gens partent. Les gens partent, ils ne restent pas. Sur Internet, c'est l'instantanéité. Donc, il faut que ça charge vite, il faut que ce soit rapide. Il faut savoir que 82% des utilisateurs sont prêts à payer plus cher sur un site ou un support digital qui est accessible pour un produit ou un service identique. Donc si vous êtes shortlisté, ça doit arriver tout le temps vis-à-vis des concurrents, on est tout le temps face aux mêmes acteurs et actrices en plus. Sachez que l'expérience que digital qu'offrent vos supports, c'est un critère de premier ordre pour être le préféré et que vous soyez celui qui remporte l'affaire.
Et puis 30% de votre audience potentielle est perdue lorsque votre support est inaccessible aux personnes atteintes d'un handicap. Donc c'est assez énorme. Donc, ce n'est pas la priorité pour aller vendre. Par contre, c'est la cerise sur le gâteau qui vous permettra de vous distinguer et encore une fois de travailler votre singularité. Et l'art de la guerre passe par là aussi. Merci Simon. Merci à tous.